Ah non, pour l'opinion publique et américaine, ben, le Congo, ce n'est pas le souci du centre de leur décision. Le problème, c'est le contrôle, en fait, de la RDC sur le plan stratégique. Les États-Unis s'étant rendus compte que la Chine vient empiéter sur la plate-bande qui était réservée à l'Occident, aux grandes dames de la maman Belgique, les États-Unis prennent maintenant les devants. On n'en saurait pas en dire plus sur la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Primo. Deuxièmement, mais les États-Unis se sont rendus compte que, comme avait dit France Fanon, la gâchette du revolver Afrique se trouve en RDC. Mais en RDC, il y a une classe politique puérile, enfantine, voyez-vous, et qu'il faut à tout prix s'y présenter comme le maître avec une baguette. C'est pourquoi d'ailleurs, hormis le classicisme diplomatique, vous l'avez souligné, un ambassadeur, le représentant des Nations Unies, on vous envoie un envoyé spécial. Or, si nous prenons le foyer des tensions en Afrique, mais partout il n'y a pas d'envoyé spécial des États-Unis. Donc, il est plus que temps que la classe politique congolaise d'abord s'émancipe davantage. Mais quand je vois les banderoles pour les députés nationaux, je me dis, mais encore une fois, nous sommes encore loin et nous continuons à rêver. C'est pourquoi les autres commencent à... D'ailleurs, il y a un président américain, la personne de Kennedy, qui a dit, ne demandez pas ce que l'Amérique peut faire pour vous, oui, mais demandez-vous ce que vous êtes capable de faire pour vous. Pour l'Amérique et pour les autres, oui. Alors, Fumutoto? Moi, je pense que personne ne peut se développer en vase clos. Car Dieu a dit, soyez féconds, multipliez-vous. Les richesses que nous trouvons aux États-Unis sont aussi des richesses des Congolais. Parce que pour être un État, au sens réel du terme, il faut avoir trois consciences. La conscience nationale, la conscience continentale et la conscience mondiale. Nous sommes des nous avons tout intérêt, comme le Kakala et Frère aussi, de développer une compétence de production interne qui nous permet d'apprécier aussi que les potentiels productifs du monde et les richesses qui en suivent sont aussi des domaines des Congolais. Parce que les Américains... Oui, quel est l'avantage de la spéciale pour nous les Congos? Je relation dans ma manière de répondre. Les États-Unis ont émis un avis favorable pour que le peuple occupe le Congo. Ils avaient dit, vous allez là-bas, vous respectez les droits de l'homme des peuples autochtones et vous travaillez pour leur développement. Alors, si les États-Unis ne donnaient pas un point de vue, le peuple ne peut pas fouler le Congo. Deuxième chose, le Congo est resté francophone et un pays à dimension continentale. Et à l'ère des réchauffements climatiques, nous sommes une capitale mondiale par rapport à la dimension environnementale du Congo. Donc l'Amérique ne peut pas s'en passer. Maintenant, en retour, nous allons gagner quoi? Une très bonne chose. Mais voyons les projets de société du président en place. L'Amérique d'abord. Ça veut dire que s'il y a un envoyé spécial qui vient au pays des Grands Lacs, c'est d'abord pour sécuriser l'Amérique, mais sans nous interdire à nous de sécuriser le Congo dans notre collaboration avec les États-Unis. D'accord. Okay. Prenons le pays limitrophe. Ok, c'est l'avantage. Monsieur Kantantoumé? Les États-Unis ne viennent pas pour l'intérêt des Africains. C'est d'abord pour leurs propres intérêts. Il revient aux dirigeants africains de tenir bon parce que c'est presque une armée. Même si j'ai appris ce matin sur RFI que les États-Unis sont en train de réduire leur potentialité militaire en Afrique, ça c'est la radio. Mais en réalité, ils ont besoin de gérer l'Afrique suivant leurs intérêts. Cet envoyé spécial, certains Congolais ont dit que le monsieur désigné est de ceux qui soutiennent la balkanisation du pays. De ceux qui trouvent que le Congo est tellement riche, qu'il est tellement mal géré, qu'il faut le disséquer. Déjà, quand vous allez au Kivu, ceux qui sont proches du Rwanda semblent mieux que nous ici, du point de vue activité commerciale. Et beaucoup d'Occidentaux, j'ai toujours dit, les Congolais, les Bantous, sont tellement paresseux, indisciplinés, que ce pays, on veut le donner aux Américains et aux Tutsis. Parce que les Congolais s'amusent avec les richesses, ils sont prêts à être corrompus. Donc, l'envoyé spécial ne vient pas pour l'intérêt des dirigeants congolais. Peut-être pour les minéraux du Congo et pour les Congolais malmenés. Nous le soutiendrions
s'il peut protéger et faire respecter la gestion suivant le principe de la bonne gouvernance. Okay. Voilà ce que nous voudrions. Selon Michel, le politologue. Merci Noël. Moi, j'ai comme l'impression que les relations que nous avons avec les États-Unis d'Amérique commencent à entrer dans notre conscience collective, et non seulement au niveau général de l'Afrique, mais au niveau particulier en ce qui concerne le citoyen congolais. Parce que depuis l'histoire de notre pays, la relation a toujours été, non pas une relation respectable, mais une relation de dominant et de dominé. À partir de ce moment, il y a un réflexe qui est développé dans les consciences des citoyens congolais ainsi que des citoyens africains, un réflexe dans le sens de détecter le prédateur en permanence. C'est un peu comme un petit poussin qui, à la naissance, sent que la maman l'apprenne que le pervier peut le prendre comme bouffe, et détecte à la naissance que ça c'est l'épervier, il y a moyen de courir quelque part pour se cacher. Aujourd'hui, les citoyens africains ainsi que les citoyens congolais commencent à développer ces réflexes. Lorsqu'il s'agit de la question américaine, on sait déjà que c'est la prédation qui vient pour détruire. Pourquoi? Parce que dans l'histoire relationnelle, il n'y a que ce genre de relations chaotiques. À l'époque où nous avons, de 1885, Fumutoto l'a dit, mais il doit rectifier quelque chose, le roi Léopold II n'a jamais mis le pied au Congo. Le roi Léopold II, il foule le pays. Vous avez dit fouler le pays. Il n'a jamais foulé le pays ici. Donc il est resté à 8000 km, mettre ce pied, fouler le Congo. Alors, occuper ces pays. Justement, il a occupé le pays, c'est vrai, avec la demande. Il a fait une demande solennelle par les États-Unis qui voulaient le conseiller, lui, comme un gestionnaire. L'Amérique a joué un grand rôle parce qu'ils avaient l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en Belgique, Sam Ford, qui était le grand ami de Bismarck. Et c'est par Bismarck que Léopold II a exact. Nous disons la même chose. Merci beaucoup. Alors, ce que je voulais dire, c'est que jusqu'à maintenant, lorsque j'attends que même que l'Amérique commence à passer directement, oui, l'Amérique a toujours passé comme ça. C'est la Belgique qui a toujours demandé l'autorisation. Pour abattre le Lumumba, la Belgique avait besoin de l'autorisation américaine. Et dernièrement, nous avons suivi un député de l'Union européenne qui a dit, pour abattre Kabila, on est allé encore aux États-Unis pour demander une autorisation. Vous voyez donc, à chaque fois, l'Amérique se met dans une position de prédation pensant que le Congo l'appartient. Le Congo, pour les Américains, n'appartient pas aux Congolais. L'Amérique pense qu'ils ont un État qui s'appelle le Congo, ou encore, d'une manière générale, l'Afrique. Souvenez-vous, Noël, lorsque le président Obama a invité tous les dirigeants africains et commençait à aller faire le leçon de la démocratie, les enseigner comme des petits-enfants, moi j'ai été choqué. À cette époque, moi je dis que ce n'est pas possible. Parce qu'il pouvait quand même, un doyen d'entre eux pouvait dire, non, c'est Obama de venir peut-être au niveau de l'Union africaine, où il pouvait être reçu que d'appeler tous les dirigeants africains, tel qu'il a fait là pour les trimballer, des leçons de la démocratie comme il a fait là. Donc aujourd'hui, je vais chuter en disant que la relation que nous avons avec les États-Unis d'Amérique, c'est les rapports de dominants et de dominés. Et là, les Congolais doivent faire très attention par rapport à ce genre d'envoyés spéciaux qu'on commence à nous envoyer de manière permanente. Ok. Alors, Kambele Mbele, oui. Vous pensez qu'il y a avantage? Avantage ou pas, en tout cas ce n'est pas l'avantage en première partie. Les États-Unis n'ont pas nommé les gens ici pour l'avantage du Congo d'abord. Vous avez même fait une citation d'un ancien président américain qui dit, avant de demander ce que l'Amérique fait pour vous, posez-vous la question de savoir ce que vous faites pour votre pays, l'Amérique. C'est une réflexion interne propre aux Américains qu'il faudrait retourner aux Congolais. Si les Américains, dans leur laboratoire, dans leur bureau d'études, pensent qu'il faut envoyer autant de représentants ici chez nous, qu'est-ce que nous pensons, nous, par rapport aux relations avec ces pays-là? Moi, je citerai un cas qui m'a toujours un peu interloqué, c'est que je vois l'Amérique distribuer des visas à des milliers de pays. Des gens de plusieurs contrées prennent la nationalité américaine. Je n'ai pas. Quelle est la finalité de cette manœuvre-là? J'imagine que ce n'est pas pour l'intérêt de ces pays dont on prend les ressortissants. C'est pour peut-être posséder toute la mémoire de ces pays-là à partir de l'Amérique. Donc, je dis, c'est une réflexion. Politique d'immigration depuis leur création. Ok, mais pourquoi est-ce que nous ne donnons pas la nationalité congolaise
un parterre de ressortissants de plusieurs pays. Pourquoi est-ce que nous ne le ferons pas, nous? Donc, les relations, ce qui motive les Américains... Vous savez qu'il y a conséquence aux États-Unis. Quand l'Europe s'est transportée aux États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont fait de peaux rouges qu'ils ont trouvés sur place? Mais ils les ont exterminés. Ils n'existent presque plus. Ils sont restés dans des réserves. Quel est l'avantage pour les peaux rouges de voir les Européens là? Quel est l'avantage pour la peau rouge? Mais c'était une occupation. L'Europe a envahi. D'accord, voilà. Nous pensons que... Qui est Peter Pham? C'est un consultant du président américain. D'ailleurs, il a failli être sous-secrétaire d'État aux affaires africaines. Il a failli le nommer sous-secrétaire d'État aux affaires africaines. Et c'est lui qui a réveillé l'attention de, comme disait Mme Makombo, c'est lui qui a réveillé l'attention de Trump en disant, mais tiens, vous êtes distrait, vous. Il y a quelque chose. L'Afrique risque de tomber entièrement entre les mains des autres et nous ne sommes nulle part. Et voilà. Et ce monsieur, en novembre 2012, il prenait ouvertement position pour l'éclatement de la République démocratique du Congo en plusieurs États. Et Washington Post, c'est un journal américain, n'a pas été d'accord avec la vision de John Peter. Même Jeune Afrique a critiqué la position ouverte et plusieurs organes de presse, alors que chez nous, la réaction était timide. Timide chez nous. Voilà, c'est un devoir pour vous l'élite, pour nous, de faire le travail d'explication, car à travers le monde, il n'y a que l'élite qui éclaire le peuple. Bravo. Voilà. Passons au deuxième problème. Il s'agit de processus électoral. Le processus électoral, la semaine dernière, toutes les télévisions du monde, toutes les radios du monde ont parlé de ce qui s'est passé à Genève. Alors, pour vous, analystes que vous êtes, les regards que vous faites des gens qui vont traiter les problèmes du Congo à l'étranger, par les étrangers. Vous faites quelle analyse? Monsieur Mukato. Merci beaucoup. Ça connote une certaine limite dans la conception et considération d'État. Les mots que je peux utiliser peut-être plus dur que celui-là, ben, je me limite par respect aux autres. Que pour une question qui n'a même pas de lien direct avec la communauté internationale, vous entendre entre vous opposants pour trouver un candidat commun, vous avez besoin d'une fondation, des facilitateurs. Et donc, dans ma langue, on dit « ça veut dire toi-même, mitala ». C'est ridicule. De deux, je suis politologue et penseur politique congolais pour le monde. Je n'ai jamais appris dans tous les chapitres des sciences po que les membres qui adhèrent dans un parti politique qu'on doit former ne connaissant pas encore la vision du leader et des organes, ne connaissant pas encore le projet de société, ne connaissant pas encore l'idéologie, ne connaissant pas encore le programme de gouvernance, on doit les former dans l'école du parti, que ces gens soient appelés base d'un parti politique. Ça, je ne sais pas, ça sort d'où. Les militants de mon parti sont la base de mon parti. Non, en sciences politiques, nous avons appris ceci, que la base ou les bases d'un parti politique, c'est la vision de société de ces partis, son projet de société, son programme, son idéologie, les statuts, les règlements intérieurs et tout ce qu'il y a comme document de base de formation des gens dans l'école du parti. C'est ce que moi j'ai appris. Mais voir des gens qui disent qu'aujourd'hui ils incarnent l'alternative sociale et politique administrative qui ne les intéresse pas, j'ai peur de voir un pays développer sa science. Je ne vois pas comment on aura un pays développé en marginalisant la science et la technologie. Que des leaders qui sont considérés comme des modèles puissent nier leur signature dans moins de 48 heures. Et si en politique... Ça c'est autre chose. La question est de savoir
comment est-ce que les Congolais, pensez-vous de ces Congolais qui vont traiter les problèmes congolais à l'étranger et par l'étranger? J'ai répondu, si ce n'était que cette question, Ouais, j'avais voilà. déjà dit que c'est de l'immaturité politique et c'est de la trahison par rapport à la sûreté nationale. Oui, M. Martin. Je crois que, M. Noël, il faut qu'on se pose d'abord la question et qu'on tienne compte de l'environnement de notre pays. Posons-nous la question pourquoi ces Congolais peuvent aller se réunir en dehors de leur pays pour discuter de quelles questions qu'ils sont en train de discuter. Il faut reconnaître que cette question se pose parce qu'il y a une frange de l'opposition, des Congolais, qui font partie de l'opposition, mais qui n'ont pas la possibilité de venir ici, de discuter avec leurs collègues de l'opposition, afin de trouver une solution à ce qui les concerne. Voilà une raison de plus. Pour dire, parce que cette opposition congolaise tient réellement à avoir un même son de cloche, avec une même idée et une même philosophie, estime, pour éviter des problèmes. Parce qu'on ne peut pas arriver à créer des problèmes avec son État, surtout s'il y a ceux qui ne peuvent pas accéder au pays. Voilà pourquoi les opposants, les quelques leaders de l'opposition ont estimé utile de trouver un lien net pour qu'ils aillent se retrouver et causer, parler pour résoudre une question. La question, c'est par rapport au processus électoral. La période que nous traversons, c'est une période difficile qui nécessite que l'opposition puisse avoir aussi un avis. Voilà pourquoi ils ont choisi l'extérieur. Et ce n'était pas vraiment par leur propre volonté si les autorités en place avaient permis à tous ces Congolais-là qui sont aujourd'hui de l'opposition de pouvoir se retrouver ici, se réunir, et cette réunion aurait eu lieu dans notre pays. Voilà les problèmes. Et maintenant là, je réponds pourquoi ils se réunissent, c'est parce qu'ils sont contraints d'aller se réunir à l'extérieur. Ils sont contraints, selon vous. Oui, Madame Akombo. Non, j'allais même dire sans objet, parce que l'honorable Mkonkole a vraiment bien cerné le problème. S'ils pouvaient se réunir ici, sans entrave, sans tracasserie, ils se seraient réunis ici. Et la question, je sens que cette question taraude pas mal de Congolais, ils reviennent là-dessus et ils disent aussi pourquoi une fondation étrangère, etc. Regardez les termes de référence de la fondation Kofi Annan. Quel est son rôle? Regardez, soyons aussi ouverts, regardons comment les médiations se font dans le monde, dans l'histoire du monde. La question maintenant de savoir, est-ce que la fondation Kofi Annan a bien fait son travail, quels sont les dessous de cartes, ça c'est un autre problème. Mais l'idée même d'aller à l'étranger, la réponse, il l'a donné, l'honorable l'a donné, voilà. Et puis, les étrangers, oui, pourquoi pas, pendant toute cette période où le dialogue de Sun City, les Sud-Africains, les Botswanais, etc. Il n'y a pas longtemps. Donc, ça, moi je pense que c'est un faux problème. Le problème, c'est ce qui s'est passé. C'est un faux problème, pourquoi? C'est un faux problème de dire, est-ce que aller à l'étranger, nous savons pourquoi on ne peut pas aller à l'étranger. Même moi, à mon petit niveau, mon interfédéral dans le Lualaba fait une réunion, il y a le descente de l'ANER. Donc il y a des réalités, même à mon petit niveau. Et on embarque 3 personnes. Donc on n'a pas cette... ça, la réponse est trouvée. Maintenant, pourquoi cette fondation? Ça pouvait être cette fondation comme ça pouvait être un autre intermédiaire. Hein, nous suivons comme actualité pour savoir comment les choses se passent. Hein, la question libanaise, ça se passe, les négociations. La Syrie, ça se passe où? Le Yémen, ça se passe où? Pourquoi? Mais le problème maintenant, qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été conclu? Comment ça a été fait? Là, oui, on peut poser les vraies questions. Oui, Michel Kitoko. Oui, allons-y. Ouais, je sais qu'on cherche à trouver une réponse, mais moi je dis, c'est la réponse selon laquelle, parce qu'il y a certains leaders qui sont contraints de rester à l'extérieur du pays, c'est un faux problème. La question centrale, c'était le processus électoral et comment trouver un candidat commun. On devait d'abord laisser ceux qui sont reconnus au niveau de la CENI autour de cette question, et qui n'ont pas de problème de quitter le pays, revenir au pays, comme on est en train d'attendre sur le plateau.
Pourquoi ceux-là qui ont le droit le plus légitime pour engager les autres dans le processus électoral, on ne les a pas laissé le temps de se réunir et décider ensemble. Parce que ça ne concerne que eux. Mais lorsqu'il y a l'interférence des autres qui n'ont rien à voir dans le processus électoral, et même leur voix, c'est une seule voix, même s'ils revenaient du pays et qu'on ouvrait le bureau pour qu'ils s'en rendent, il ne peut que voter une seule voix. Mais c'est ça les peuples. À partir de ce moment, moi je me dis, le sérieux problème que je pose ici, faudra-t-il qu'on entre toujours dans la littérature de contestation de soi-même d'abord? Parce que la machine à voter est contestée avant les élections. Et là, il n'y avait pas la machine. Revenons à la question de base. Joseph Kabila, s'il avait écouté sa base, il avait écouté l'Okaka, il serait peut-être au 3e mandat. S'il avait écouté les autres là qui disaient notre candidat, c'est Joseph Kabila Kabange, s'il avait écouté ça, il serait candidat au moment où nous parlons avec tous les problèmes, toutes les conséquences que nous connaissons. Mais lorsqu'on est leader et qu'on apporte un plus pour son peuple, moi je pense qu'on doit pouvoir assumer certaines réalités, certaines fonctions, aussi certaines décisions qui doivent l'expliquer ou les expliquer auprès de la population. Il y a un frère qui a dit qu'il y a une admis de revenir ici. Non. Ils étaient au nombre de 7. La personne qui a un peu de problème avec la République, c'est notre frère Moïse, qu'on peut toujours régler cette affaire-là. C'est Moïse qui a tenté d'entrer par Kasumbalesa et qui n'a pas réussi. C'est lui qui a le problème. On ne peut pas généraliser tout le monde comme ça. Et moi, je dis à Moïse, mon jeune frère, caresser le chef par le sens de du poil. Parce que demain, vous serez chef. Il faut voir le chef. Chef, excusez-moi, chef, est-ce qu'on peut évoluer ensemble? Parce que c'est notre pays, rapidement comme ça. Alors aujourd'hui, il y a eu des germes d'échecs. Si on prend d'abord l'équilibre géopolitique, pourquoi on avait fermé la conférence nationale souveraine? Parce qu'il y a eu déséquilibre au sein des conférenciers. Il y a une province qui a amené tout le peuple au sein de la conférence par rapport aux autres. Laquelle? Le Bandundu. Non, je ne sais pas le nom ici. Il faut citer. C'est maintenant que je vais citer Bandundu. Non, mais maintenant je vais citer. Évoluons. On avait fermé la conférence nationale en son temps, Pangouze, parce qu'il y a eu des équilibres géopolitiques. Les uns sont venus plus nombreux que les autres. Aujourd'hui, il y a eu des germes de conflits en ce qui concerne le déséquilibre. Kamere est du Grand Kivu. Matungulu, Mozitu, Fayulu sont de grands Bandundu. Je le dis, ils sont intelligents et malins. Pour dire que voilà, nous allons dribbler tout ce monde-là parce que le Bandundu doit reprendre le pouvoir. Je félicite les Bandundu, ils sont organisés. Ils sont organisés. Parce que mon frère Kamere, que je respecte, un garçon intelligent, il n'a pas lu d'abord la configuration de la liste, la géopolitique. On cherche le pouvoir par tous les moyens, soyez ensemble pour avoir le pouvoir. C'est ça. Alors je dis ceci, ce n'est pas la fête du monde. Mais le fait de quitter ton pays pour aller traiter les dossiers de la République à l'extérieur, je dis ce n'est pas bon. Ça s'appelle traître. Le chef, le Raïs avait dit, Mouzé avait dit, ne trahissez pas la République. Mais discutons chez nous. S'il y a des incompréhensions, faisons ça chez nous. Alors, dans tout ça, qui finance les billets d'avion, la restauration, les perdièmes, qui fait ça? Monsieur le directeur, j'ai appris que là-bas, ils sont arrivés, on les a arrachés les portables, PESA portable, PESA. Ils sont dans les mains vides, sans portable. Si vous discutez, vous n'entrez pas. Mais ça, on n'est plus indépendant, on n'est plus responsable, on n'est plus leader. Ok, résumez-vous. Bon. Alors je dis tout simplement que corrigeons les erreurs pour que demain les élections se fassent dans de bonnes conditions. Voilà comme le président de la République, voilà. Est-ce que, une autre question je pose. Vous ne pensez pas que les leaders qui sont retrouvés, chacun avait son agenda caché? Oui, exact. Vous ne pensez pas? Oui, madame. Mais évidemment, quand on est leader politique, on pense à on a sa vision, on a son ambition pour le pays et on pense à son agenda. Mais moi, je dois vous dire que j'ai toujours douté qu'on pourrait avoir un candidat commun. Quand j'ai appris la réunion de Genève, je me suis dit aussi, ça va pas réussir.
Quand le dimanche 11, on nous annonce la fumée blanche candidat, je me réjouis. Mais ensuite, les événements, on ne va pas y revenir, ça fait couler beaucoup d'encre. Nous savons bien beaucoup de choses se sont passées. Mais le plus important, ce n'est pas les erreurs qui ont pu être commises, ce sont les leçons que nous devons tirer de tout ça. En tant que leader politique, se dire que même si un facilitateur de renom, un occidental vous invite quelque part, il faut déjà au départ, avant de partir, être bien préparé. Il faut au départ déjà savoir qu'en fonction des ambitions que j'ai, je vais là-bas, quelle est la ligne rouge que je ne vais pas dépasser. Et la ligne rouge, visiblement, pour les deux qu'on nomme Tshisekedi et Kamere, ils voulaient être celui-là qu'on allait choisir. Avant de partir, il fallait bien consulter cette femme base et y aller. Et ensuite, leçon à tirer, quand on vous donne un texte, lisez-le et exigez, vous êtes en droit de dire je ne continue pas les discussions tant que mon équipe d'avocats ne sont pas à côté de moi. Parce qu'enfin, c'est un acte d'engagement. Même, je pense que cet acte d'engagement ne reflète pas très bien sur la fondation Kofi Annan. Parce que quand on parle d'opprobre, je suis prête à abandonner ma carrière politique, sinon l'opprobre va se répandre sur moi. Ce qui est dramatique, c'est cet opprobre-là. Ne touche pas seulement les leaders qui se sont dédits, qui sont revenus sur leur signature, elle touche toute l'opposition. J'irai plus loin, elle touche toute la classe politique congolaise. Et à l'étranger, elle touche tous les Congolais. On dit, voilà les Congolais, comment ils gèrent les choses de façon facile. Et la leçon à tirer de tout cela, moi je trouve, et j'ai toujours fait un plaidoyer là-dessus, que quand les esprits seront apaisés, il est urgentissime qu'on ait un pacte républicain pour revenir aux 2 tours des élections, aux 2 tours pour l'élection présidentielle. Parce que s'il y avait 2 tours, on n'aurait pas tout ce cinéma-là. On n'aurait pas ce ballet à Genève. On n'aurait pas ce ridicule qui nous couvre tous en tant que pays. Et il est vraiment urgentissime. Et je n'ai pas l'impression qu'on en fait une priorité de vraiment vouloir changer cet article. Et je dirais à mes frères de l'UDPS, oui, base, oui, ils disent c'est parce qu'on est démocrate, etc. Mais ils ne se rendent pas compte. Prenons date aujourd'hui. Ce qui s'est passé à Genève et les retombées affaiblissent, mais vraiment énormément leurs leaders. Ça fait perdre la crédibilité, parce que moi je me dis, ça ne pouvait pas se gérer, autrement. Un secrétaire général qui donne une sommation, je l'ai entendu, j'ai suivi les vidéos. Et puis une fois que on retire la signature, ce secrétaire général se fait photographier la main en l'air. Mais ils ont humilié leur chef, ils ont diminué leur chef. Ce sont des leçons à tirer. Okay. Est-ce que les leaders qui sont rencontrés, chacun avait son agenda caché, oui ou non? Pour cette question de choix de candidats communs, au départ, c'est une question politique. Parce qu'on a changé le mode de scrutin à l'élection présidentielle, nous passons de 2 à 1 tour. Et pour maximiser ces chances, il faut avoir un large rassemblement. Et nous avons pensé à un certain moment que nous devons nous mettre ensemble, au moins les 7 qui étaient candidats à l'élection présidentielle, qui se sont déclarés pour se mettre ensemble. Et nous avons fait un certain nombre d'activités. Il n'y avait pas d'agenda caché. Parce que nous ne sommes pas tombés directement sur Genève. Nous avons mené un meeting, nous avons fait un meeting commun. Il y a eu la déclaration de Bruxelles. Il y a eu la fixation des critériums en Afrique du Sud. Et à la fin, c'était Genève pour choisir les candidats communs. Vous parlez de critériums. Quels étaient les critériums? Les critériums, je ne les ai pas tous ici, mais les critériums étaient clairs. Il y en avait 8. On parlait d'avoir un parti implanté à travers toute la République, l'implantation. On parlait de diplôme. Il faut avoir fait des études supérieures. On parlait aussi de l'expérience professionnelle, l'expérience politique, le charisme. Donc on parlait les rassembleurs. Oui, la capacité de rassemblement, de rassembler le plus largement possible, la popularité, tout c'est grosso modo ramassé comme ça. La capacité de gouvernance. Oui.
grosso modo ramassé. Comme ça, il y en avait 8 critères. La dernière étape, c'était en Afrique du Sud, là où nous avons fixé les critères. Et, enfin, l'avant-dernière étape, c'est Afrique du Sud, là où nous avons fixé les critères. Mais avant, on a eu d'autres activités ensemble. Donc, on peut penser, jusqu'à ce qu'on fixe des critères, on peut penser qu'il n'y a pas d'arrière-pensée ou agenda caché. Mais en politique, nous sommes en politique, je vais faire ouvrir une parenthèse. En politique, vous savez, Brejnev disait à son ministre des Affaires étrangères, lorsqu'il y avait la réunion avec les États-Unis, dites ce que les États-Unis veulent entendre. Mais en réalité, nous avons notre politique intérieure. Donc ça veut dire que, en tant qu'homme politique, que quelqu'un en tant qu'homme politique ait l'agenda caché de vouloir que ce soit lui qui soit le candidat commun, c'est légitime. Hein. Je trouve que c'est légitime. Donc si on considère agenda caché comme étant l'ambition personnelle, bon, je trouve que nous sommes en politique, l'ambition est légitime. Mais je le dis collectivement, jusqu'à la dernière étape, c'était en Afrique du Sud, nous avons fixé les critères. Ça c'est déjà dit. Bon. Il n'y avait pas de... Nous sommes allés maintenant à Genève. Nous sommes allés à Genève, on ne va pas s'économiser ici. Et mon ami Martin l'a dit, mais parce qu'un de nôtres ne pouvait pas venir au Congo, donc nous avons choisi d'aller à Genève parce que c'était facile pour lui de quitter Bruxelles pour venir à Genève. Pourquoi on a choisi la médiation étrangère? Un Congolais pouvait faire la médiation, mais vous savez comment on se conteste, nous les Congolais aussi. On se connaît les Congolais. Je pense que quelqu'un dit ici, je pense que depuis 60, nous allons en Belgique. Encore une petite parenthèse. La conférence de Tananarive, une petite parenthèse, la conférence de Tananarive, c'est cette conférence-là qui a apporté Moïse Tshombe ici. C'est à Tananarive. C'est cette conférence qui a apporté Moïse Tshombe ici, afin qu'on a mis fin à la rébellion. Je ferme la parenthèse, vous voulez me corriger, c'est pas ça le sujet. Si c'est pas ça, mais en tout cas, il y a eu une conférence à Tananarive. Il y a eu une conférence, je vais dire à l'étranger, en Afrique du Sud. Donc, ça veut dire que l'habitude d'appeler la médiation étrangère, elle n'est pas propre aux Congolais. Et c'est une habitude internationale. Aujourd'hui, je pense que Mme Makombo l'a dit, beaucoup de pays en conflit en appellent à la médiation internationale. Et donc nous avons appelé à Genève la Fondation Kofi Annan pour assurer la médiation. Maintenant qu'on dise qu'il y ait eu des ratés à Genève, certainement qu'il y ait eu des ratés. Parce que lorsque ils arrivent à Genève, si c'est vrai ce qu'on entend, c'est gravissime. Je ne peux pas comprendre des gens capables de devenir président de la République demain, qu'on leur arrache le téléphone. Je ne peux pas le comprendre. Si c'est vrai ce qu'on nous dit, je dis c'est gravissime. Ok. Alors... Tu peux dire les mots? Oui, Mtantou Mey. Merci beaucoup. Je voudrais dire sur tous ces sujets, il n'y a pas de trahison que des Congolais se réunissent à l'étranger ou choisissent un médiateur étranger. Nous avons eu la plupart des médiateurs, jusqu'au dernier du forum sur la paix à Chaoumba, c'était quelqu'un du Bénin, Ndossou. Là, il n'y a pas de problème. Que le gouvernement garantisse la liberté d'expression et de réunion. Et le chef de l'État a tout intérêt parce qu'il doit sortir la tête encore plus haute. Il n'a aucun intérêt à écouter les faucons de son régime qui croient que pour perpétuer leur pouvoir, il faut qu'ils empêchent les autres de se réunir. Avec sans péril, on triomphe sans gloire. Chadari a besoin d'affronter un candidat fort. Ainsi, quand il sera élu et déclaré élu, il sera heureux. Inutile d'affaiblir l'opposition pour qu'il ait un candidat très faible. Et quand d'aucuns disent agenda caché, non. Quand chaque opposant dit je me soumettrai au choix, chacun dit ce sera lui le candidat. Chaque opposant dit le candidat commun ce sera moi. Ils ne le disent pas. Chacun s'attendait à ça. Ça aurait été calme, l'UDPS n'aurait pas accepté. L'UDPS a eu l'habitude depuis la CNS, nous l'avons accompagné et il croit que tout le monde doit toujours l'accompagner. C'est l'UDPS. On doit l'accompagner. Il a eu tous les premiers ministres débauchés de l'UDPS. C'est normal. Et quand mon frère dit CNS était fermé, j'étais acteur. À cause des Kassaïens qui étaient nombreux. Je ne sais pas pourquoi Sahel ne voulait pas le dire. Les Bandounou, il dit Bandounou, on peut donc attaquer les Bandounou, ça ne dit rien. Il cache les Kassaïens qui étaient nombreux à la CNS. C'était à cause des Kassaïens. Maintenant, je suis promoteur d'un forum de la solidarité Bandounou. Des deux. Quand on parle de majorité au Parlement, le président ne sera pas élu au Parlement. Il sera élu par les Congolais. Il y a un grand électorat de l'Est.
Mais qui va partager l'électorat? Vous devez dépasser des clivages. Excusez-moi, des clivages. d'abord, nous dépassons ça, mais il faut dire la vérité. Dépasser ça. L'électorat de l'Est qui est majoritaire sera partagé entre deux candidats de l'Est si le schéma resterait là, Kamer et Chadari. Tandis que l'Ouest n'aura qu'un seul candidat, Fayoul. Donc l'Ouest aura et l'électorat de l'Est et celui de l'Ouest qui va se joindre. Là n'est pas le problème. Donc ne parlons pas des députés, il en a un ou deux. Le vote ne se fait pas au Parlement. En Afrique, on vote son ami, son confrère, son frère. Le vote est sociologique. Et sur le plan sociologique, si le plan persiste, Fayoul aurait beaucoup de chance parce qu'il aurait la majorité de l'Ouest qui est d'abord dans cette capitale. Et puis avec ceux de l'Est, j'ai entendu, le Seng disait que non, nous les Swahili, on a intérêt de voter Fayoul parce qu'il va nous aider à mettre la fin à la guerre à l'Est. Nos frères de l'Est favorisent la guerre. Donc il y a donc des personnes qui sont pour Fayoul. Attention, c'est un mauvais schéma. Choisissons le Congolais le plus compétent, capable de redresser ce pays, sans tenir compte mouvance présidentielle ou opposition. Le Congolais qui le mérite. Voilà notre point de vue. Nous voudrions chuter par ceci. Mes chers frères, attention, attention. Nous avons fait des textos à la CIM et à la CENI. Le 23, on lance la campagne. Mais sur quel climat de tension? L'instrument du vote n'est pas encore toléré par tout le monde. Que la conférence pour démonstration des machines ait lieu au plus tard le 22. Je m'adresse à la CENI, je leur envoie des textos à la CIM. S'il n'y a pas de démonstration avant le 22, le 23, on lance la campagne sur fond de tension. Le forcing du pouvoir et de la CENI ne rassure pas. Ils sont intoxiqués contre la machine. Attention, attention, monsieur le chef de l'État, prenez vos responsabilités. C'est une tante May qui vous le dit. J'ai dit, je vous remercie. Alors je pose la question de savoir si l'alliance qui s'est formée à Genève, ce n'était pas une alliance contre nature. Je peux répondre? Une seconde. Vous voulez répondre? Oui. Je voulais simplement dire que c'est une alliance qui, d'emblée comme ça, visiblement, vous trouvez qu'ils peuvent faire un schéma ensemble, mais en réalité, c'est de coups bas entre les uns et les autres. Lorsqu'on parle d'une médiation, c'est lorsqu'il y a un conflit. Mais nos amis, nos frères compatriotes de l'opposition n'ont jamais démontré au Congo en quoi il y a un conflit entre eux jusqu'à faire appel à un médiateur. Le problème est à ce niveau-là. Ils pouvaient tout simplement, et même si quelqu'un qui ne peut pas revenir au Congo, qu'entre eux, ils n'avaient pas besoin d'un médiateur, parce qu'il n'y a pas un conflit entre eux. Ils pouvaient s'unir logiquement entre eux et traiter les problèmes du Congo entre les Congolais là-bas et trouver une solution. La situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est une honte pour la classe politique de l'opposition, une honte pour l'histoire de notre pays traîné à l'extérieur du pays. Et je dis encore que, heureusement que ces documents-là n'engagent pas la République, ça n'engage que cela. Lorsque j'entends parler de l'opprobre jeté, signé dans les documents constitutionnels, malheureusement pour eux, ça n'engage que eux, mais ça n'engage pas la République. Okay. Sinon, alors, il faut ça rectifier tire quelque chose. le courroux. Il faut rectifier quelque chose. Je voudrais juste rectifier que la médiation, c'est seulement en cas de conflit. Non, c'est pas vrai. La médiation, j'en ai fait pendant près de 20 ans aux Nations Unies. C'est pour prévenir. En termes de prévention des conflits. C'est pas... Non, c'est pas... Il y a un conflit latent. Mais la médiation en cas d'antagonisme déclaré. Il faut toujours qu'il y ait un conflit. Non, mais le conflit va résoudre un conflit. Ne parlons pas des ordres. S'il vous plaît. Les affaires politiques des Nations Unies. Ne parlons pas des ordres. S'occuper de médiation. Madame, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole, madame. On suppose qu'il y a les conflits. Je m'excuse beaucoup. Je m'excuse beaucoup. Alors, je disais, monsieur Martin, vous ne pensez pas que l'alliance était contre nature? Monsieur Noël, j'ai dit que l'alliance n'était pas contre nature. Pourquoi? Parce que ceux qui se sont mis ensemble, ils sont d'abord tous de l'opposition, mais avec un objectif de se mettre d'accord pour qu'ils trouvent un d'entre eux qui doit les représenter à ces postes de candidats président de la République. Je crois qu'il ne faut pas qu'à un certain moment que nous prêtons toujours des intentions aux gens.
Il est vrai qu'ils sont tous des candidats à un poste. Or, on a besoin d'un seul président de la République. C'est tout à fait normal que ces gens-là se mettent tous ensemble pour qu'ils réfléchissent, afin qu'ils trouvent une solution à cette question-là. Mais je préfère corriger une chose sur cette table, monsieur le directeur. Je crois que à des questions pareilles, qui concernent plus précisément une famille politique, il serait plus souhaitable que vous fassiez parler ceux qui sont membres de cette famille politique, qui donnent d'abord, ils donnent d'abord des précisions et les autres peuvent faire des commentaires. Moi, je crois qu'ici, sur cette table, nous sommes les bien disposés de pouvoir donner les détails et les précisions par rapport à cette attitude qui s'est passée à Genève. Pourquoi? Parce que nous faisons, nous disons, parce que nous sommes les membres et nous sommes concernés et nous étions mis au parfum par nos leaders et nous avions quelques brides d'informations que vous n'aviez pas, que vous aviez peut-être pas, comme l'information que vous donnez pour dire on a ravi les téléphones. Non. Non, c'est pas vous. C'est sorti sur cette table. Moi, c'est moi qui pose la question. Ah non, non, c'est pas vous. J'ai dit, sur cette table, ils ont fait sortir une fausse information. Il y a des principes dans des réunions. Autour de cette table, vous nous dites avant de commencer, fermez des téléphones. Mais il y a des tétés qui ne ferment pas des téléphones. Et on peut commencer avec le temps de prendre des dispositions. Bon, alors, M. Martin, j'ai posé la question, si l'alliance qui s'est formée à Genève n'était pas une alliance contre nature. J'ai dit que ce n'était pas une alliance contre nature, parce que les 7 qui se sont retrouvés, ils avaient un objectif de pouvoir trouver un de leurs qui devrait trouver un candidat. Alors, voici pourquoi contre nature. Voici pour mon analyse. Monsieur Félix Tshisekedi dit, avec son parti, nous allons aux élections avec machine ou sans machine. OK? Oui. Tandis que Fayoulou, lui dit, avec machine, pas d'élection. Oui. Ces gens, ça peut se retrouver ensemble? Je vais donner des précisions. Ça faisait partie de nos stratégies au niveau de l'opposition. Je les dévoile aujourd'hui ici. Non, je pose la question. Ce sont les gens qui ont la même vision? Oui, nous avions la même vision. La preuve en est que nous avions commencé à contester quand l'enrôlement a commencé. On disait on refuse, mais nous nous sommes dit, parce que nous sommes pour le processus. Nous y allons jusqu'au bout. Monsieur Simon. Voilà. À ce sujet-là, je vais contredire mon voisin de droite. Ok, allons-y. Bien avant le meeting, le dernier meeting sur Triomphal, nous, UDPS, nous avions pris position pour aller aux élections avec ou sans machine. Et Félix l'a bien déclaré. Pour ceux qui avaient l'oreille pour entendre, ils l'ont entendu Félix le dire. Par contre, nos amis, nos partenaires, ne voulaient pas d'élection si machine y avait. Et c'est ça, je peux dire, la pomme de discorde dans le groupe. C'est ça la pomme de discorde. Voilà. Alors, maintenant, tous les bruits que la question pose, ce n'est pas d'avoir été à Genève, ce n'est même pas d'avoir signé un document, mais parce que des gens ont jubilé quand même. Quand on a désigné Fayoulou candidat commun, il y a eu quelque part des gens qui ont jubilé. Ça ne peut pas manquer. Mais il y a eu, au lieu d'avoir l'apaisement de tout le monde, quelque part il y a eu des grincements des dents. Alors, ceux qui ont estimé qu'ils n'ont jamais vu de leur vie un fleuve entrer dans une rivière, ou bien un océan entrer dans un fleuve, ont estimé que c'était un résultat contre nature. Par conséquent, ils ont imposé à leurs représentants de quitter l'accord ou cet engagement-là. Alors, ici, j'en profite pour corriger ce qui a été dit ici, que voilà, on a vu le secrétaire général de l'UDPS donner ordre, ou bien le secrétaire général adjoint donner ordre. L'ordre est venu chez nous de ce que les amis ne veulent pas qu'on dise, ce que nous considérons comme étant le souverain primaire chez nous, c'est le peuple d'abord. Le peuple de l'UDPS a refusé d'aller dans cet accord-là. C'est normal. Même les syndicalistes, quand ils vont en négociation avec le camp patronal,
Si le syndicat n'a pas rapporté les résultats que les syndiqués attendent. Quelle est la mission que vous avez confiée? Quelle est la mission que vous avez confiée? Félix était en mission de rassemblement pour avoir derrière lui plusieurs personnes. Au-delà Vous lui avez confié une mission précise. Au-delà de notre parti. Pendant qu'il prenait l'avion pour Genève, la mission celle-là a été déclarée. Elle est connue de tout le monde que l'UDPS s'est essayé de ratisser large pour... D'ailleurs, si... Arracher la présidence... C'est d'avoir le maximum possible. La position d'aller aux élections avec ou sans la machine, c'est la position de l'UDPS. Pour des raisons que vous n'avez jamais voulu, peut-être que nous n'avons jamais l'occasion de présenter ici. Nous irons, l'UDPS va aller aux élections avec ou sans la machine, et le 23 décembre. Et le 23 décembre. Nous tenons à la date du 23 décembre, quelles que soient les conditions dans lesquelles les élections sont organisées. Le 23 décembre, l'UDPS sera là. Quel que soit. S'il vous plaît. Le 23 décembre. Alors, je vais poser la question. Si la rencontre, si Genève n'était pas contre nature. Une alliance contre... Brièvement. Oui. En résumé. Non, Genève n'est pas une alliance contre nature, mais j'emploierai un mot qui lui ressemble un peu. Je vais dire que c'était une alliance déloyale. Déloyale pourquoi? Parce qu'à Genève, vous avez ceux qui avaient été recalés, dont les candidatures avaient été recalées par la CENI, et un autre dont on avait empêché de déposer sa candidature. Donc, ça veut dire qu'en fin de course, eux n'étaient pas partants. Et puis, il y avait ceux qui étaient partants, dont les candidatures étaient retenues. Donc, les quatre. Là où ça devient déloyal, lorsque ceux qui ne sont pas en course ont le même pouvoir que ceux qui sont en course. Cela devient déloyal. Cela devient déloyal et peut-être, plus loin, on peut dire que cela fausse les jeux. Mais, si c'était une entente préalable, parce qu'il faut être honnête avec les téléspectateurs, s'ils se sont entendus comme cela, et ils tous en âme et conscience, ayant l'élément que je vais développer tout à l'heure, que certains ne sont pas partants, d'autres sont partants, et qu'ils acceptent de gré cette règle-là, je pense qu'il faut apprendre à respecter les règles. Ok, alors, monsieur, on revient là. Ok, c'est pas bon. Le caca. Je vous remercie. Comment est-ce que vous avez vu cette alliance? Ce n'est pas une alliance contre nature? Je vous remercie. En tenant compte de ce que je viens de dire, il y a au départ Félix de l'UDPS qui l'a déclaré haut et fort, avec machine ou sans machine, le 23, nous allons aux élections. Tandis que Fayoulou, de tous les temps, lui dit, pour moi, avec machine, pas d'élection. C'est comme ça que je dis, je vous remercie. Je pars par une petite pensée. Et entre le faux n'a pas de contenu, le faux a des valeurs qui peuvent servir aux causes. Donc, des us des Congolais, ils ont l'habitude de se réunir à l'étranger. Et si ce qu'ils ont fait serait faux, ils ont quand même chuté à avoir un candidat commun. Donc il y a lieu de les féliciter. Ils n'ont pas fait ça en amont, ils ont fait ça en aval. Donc il faut les féliciter que sous la présidence du président Kabila, les membres du rassemblement, entre guillemets opposants, parce qu'ils s'opposent, se sont mis d'accord pour avoir un candidat commun. Mais avant, pour citer Kambele Mbele, le président de l'UDPS, Félix Tshisekedi, là on a pendu les gens à côté du stade de Martyrs, aurait déclaré que nous allons nous mettre d'accord sur un candidat unique. Et on va vous communiquer au moment opportun. Et ils se sont mis d'accord pour un candidat unique. Et donc, par principe d'oralité, parce que c'est la tradition orale, la parole a une puissance et la parole fait partie de l'être de l'individu, donc il assume. Donc formellement, il est non partant, au regard de sa base qui n'a pas respecté. Et donc il y a lieu de les féliciter parce qu'ils se sont mis d'accord. Et là, c'est pour reprendre à tantôt mes doyens que sous la présidence du président Kabila, une fois, les opposants de la RDC se sont mis d'accord.
faut féliciter le président Kabila, parce que s'il s'arrête, ils se sont mis d'accord, peu importe à l'étranger. Donc, il y a un processus au regard de la formalisation des acteurs politiques. Peu importe, mais ils se sont mis d'accord. Mais la question fondamentale est celle de savoir ce que quelqu'un a parlé sur les partis politiques. Le rôle dirigeant, Fumototo, l'encadrement des masses, qui est peuple, parce que la notion pose des problèmes au sens propre et péjoratif. Ce que nous pouvons retenir est que les Congolais de l'opposition se sont mis d'accord, ils vont aller aux élections. Ceux qui sont sans machine ou avec la machine ont fait un cahier de charges, une ligne de conduite, donc ils iront aux élections. Et donc le candidat commun de l'opposition ira aux élections, sans ou avec la machine, et il n'est pas jugé parti, parce qu'il n'est pas arbitre du déroulement du processus. Le processus serait étatique et l'État congolais, par le biais de l'organe technique, organise les élections moyennant une loi électorale. Il va participer. Alors, aux bases de l'UDPS, est-ce qu'ils vont retirer la candidature? Est-ce qu'ils ne vont pas battre campagne? Et tout ça, c'est dangereux. Alors, nous allons prévoir des lois que quand tu as déposé la candidature et que tu rires, quelle est la sanction? Tout ça, il faut encore le nouveau député d'avoir une idée à un comportement incidentiel au sommet de l'État. Comment ça va se procéder, avec quel mécanisme? Et donc, engageons-nous au patriotisme et les partis politiques, prochainement, avec des lois, que l'organe ou le service secret d'État concourt au fondement des partis politiques pour avoir une idée qu'il y a des déclarations qu'on ne peut pas faire, ce qui était à l'étranger, soit un ancien vice-président de la République, sénateur, un ancien président de l'Assemblée nationale, ancien ministre de la communication de l'État congolais, un ancien gouverneur du poumon Yaliranio de la République, donc les hommes d'État, ancien premier ministre Mouzid, les hommes d'État. Alors ils doivent faire attention quand ils sont en dehors. Un ancien ministre des Finances. Ils doivent faire attention quand ils sont en dehors de la République pour protéger la sûreté d'État, la cybernétique qui gère la machine État congolais face à leur comportement civil et incidentiel et individuel. D'accord. Alors, que diriez-vous de cette alliance contre nature? Oui. Alliance, c'est vraiment une alliance contre nature. Contre la nature démocratique. Vous êtes sûr que cette personne a décidé, une seule personne a des problèmes, lui-même ne veut pas rentrer parce qu'il est sorti pour des raisons de santé. Et 6 personnes se déplacent. Où est la démocratie numérique? Donc Moïse est le patron, alors qu'il n'est pas candidat, c'est lui qui donne les ordres. On les rejoint. Ce n'est pas la démocratie. Parce que 6 se déplacent pour 1. Alors qu'ils avaient déjà déterminé les critères en Afrique du Sud, il n'y avait plus question de faire des déplacements. L'ensemble était une personne morale. Il devait se faire représenter. Il restait au pays. Alliance contre nature. Alliance contre la conscience nationale et la foi aux Congolais. Nous ne pouvons pas développer le Congo si nous ne croyons pas aux Congolais. Méfiance mutuelle. S'il vous plaît. Vous avez déjà défini les critères en Afrique du Sud. Vous avez encore besoin d'un facilitateur étranger sur quoi? Alors les facilitateurs vous payent les hôtels. Ils vous déplacent. En retour, c'est un Dieu saint. Mais même le Seigneur, il nous demande la foi avant de vous bénir. Et quelle est la foi de l'étranger lorsqu'il a terminé à faire des travaux à votre faveur? Trahison de la maturité nationale. Troisième chose, alliance contre la nature. Fayoulou contre l'usage de la machine pour les élections le 23 décembre. Mais Félix, même quand il dit avec la machine ou non, c'est pas logique, c'est pas honnête, avec la machine ou non, alors que nous irons avec la machine. C'est que Félix a déjà accepté d'aller aux élections avec la machine. Kamel et les autres, nous sommes tout contre. Ok. Si nous optons pour Fayoulou, ça veut dire que nous cherchons une transition ou autre chose, parce que Fayoulou ne peut pas aller aux élections avec la machine. Et pour vérité, lorsqu'on interviewe Adolphe Mouzitou, il dit qu'ils avaient pris Fayoulou pour une logique de 2 ans. Est-ce que la Constitution parle de 2 ans de mandat? Comme porte-parole. Pour 2 ans. Et après, on va revoir les choses. Sur base de quelle disposition de la Constitution?
et de la loi de la République. Nous avons voulu que Kabila ne se représente pas pour que la Constitution soit respectée. Et l'air mandat de 2 ans confié à Fayoul, c'est sur les dispositions de la Constitution. Alliance contre la nature. Martin vient de reconnaître ici que le refus de la machine à voter n'était pas la vérité, c'était une stratégie qu'ils avaient arrêtée. Et maintenant qu'ils ont emballé le peuple dans ces mensonges, autant tant ils demandent à la CENI d'avoir une conférence, une énième conférence sur l'explication de la machine à voter, l'opposition doit faire une conférence de conscientisation, de pardon et de reconnaissance d'avoir induit le peuple en erreur en disant machine à voter signifie machine à tricher. Okay. Et enfin, je termine. Pourquoi aller en Suisse pour aller chercher un candidat commun? C'est expliquer à votre base la nature des critères que vous avez déjà d'avance définis en Afrique du Sud pour que la base, si elle existait, ne vous contredise plus. Mensonge. Et c'est ces mensonges-là qu'on a inoculés dans le peuple en appelant sous la forme de l'opposition et nous n'en avons plus besoin. Ok, Tatoumé. Je voulais dire un mot. Mon frère Félix avait dit au stade que vous, militants, n'interférez pas sur nos décisions. Nous allons décider, nous leaders, vous devez vous incliner. Il ne faut pas nous influencer, c'est nous qui sommes vos éclaireurs. Contrairement à ce qu'il avait demandé aux militants, mon jeune frère, mon fils Félix, se réfugie derrière les militants qui ont répondu. Or, il les avait prévenus. Si nous prenons une option qui ne vous plaît pas, vous n'avez pas à interférer. Regardez-nous, suivez-nous, ne nous influencez pas. Comment maintenant Félix peut encore se référer aux militants qu'il avait prévenus? De deux, et il refait interview un jeune homme de Mboujimai pour demander son avis. Et si maintenant chacun demandait au jeune homme de Gukwit, de Kassongolunda, finalement, il refait une zizanie. Un jeune homme de Mboujimai répond dans un français à peu près pour dire, nous les jeunes de l'UDPS de Mboujimai, nous ne sommes pas d'accord. Ça c'est grave, qu'on se réfère chacun à sa province, à son territoire. Et si maintenant tout le monde se disait, bon, nous sommes de la capitale, nous sommes nombreux, nous nous référons à la base sociologique de la capitale. Que deviendrait le pays? Nous sommes hospitaliers, nationalistes, que l'UDPS cesse. Quand Mongoul était nommé, le Premier ministre avait dit, Bememona, Bandegos maintenant. Donc ici, quand nous, Léopold, nous prenons le pouvoir, on peut faire taire tout le monde. Pourquoi tout le monde fait la cour à nous pour gérer le pouvoir? C'est vrai. Merci beaucoup. Ça, c'est les régionalistes. Oui, alors? Oui. Oui, une alliance contre nature, c'est vrai, mais une alliance d'exclusion. Toute l'opposition, en fait, je vais dire, tous les candidats présidents de la République sont au nombre de combien? 21, c'est ça? Oui. Sont au nombre de 21. Lorsque ça arrive des côtés, il reste 20 candidats présidents impliqués qui appartiennent à l'opposition? Non. Non. Voilà. Non. Alors, je continue. Alors, quel a été le critère principal qui a milité en fait, qui est 7 seulement, qui sortent de l'opposition? Non, 7. Maintenant, ils ne sont pas candidats. Non, ils sont 7 ici. Maintenant, il recourt à d'autres. Hein? 4 seulement. Bon, je continue. Maintenant, il recourt à d'autres. Je continue pour dire ceci. À quand le sourire du peuple dont on parle à tout le monde? Sourire du peuple. Moi, comme on l'a dit, il y a beaucoup d'encre ont coulé, mais c'est que l'opposition, elle est plurielle, elle doit se poser la question aujourd'hui, à qui profite ce désordre? Exactement. On a bien vu quand les deux personnalités ont retiré leur signature, sur les réseaux sociaux, le FCC s'est répandu en félicitations, les encourageant, etc. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, à une semaine du début de la campagne électorale, il n'y a pas de clarté. Et c'est là où je dis que c'est vraiment très grave. Et moi, j'ai toujours pensé que ce processus de sélection du candidat commun n'était pas démocratique. Parce qu'au nom de quoi, un petit groupe se réunit, dit parmi nous, on va en choisir un. Et je me rappelle, il y a plusieurs mois de ça, Maurice Katumbi parlait de primaires qui allaient être difficiles à organiser. Mais le minimum qu'on aurait dû avoir dans ce pays, c'est des débats. Moi, d'ailleurs, en 2011, j'ai réclamé ça. Des débats contradictoires télévisés entre les candidats, que l'opinion se fixe. Non, on a un petit groupe, ils vont quelque part,
ils vont sortir d'un chapeau le candidat et le peuple doit suivre. Là aussi, c'est là où je dis que notre démocratie est tronquée. Et quand vous dites contre nature, moi je maintiens que chacun avait été en se disant, ça sera moi qu'on va choisir. Oui. Voilà. Et moi, dans ma famille, j'ai des UDPS, mais alors pur et dur. Eux, ils disaient ce qu'on entend tous les jours. Nous sommes 36 ans dans l'opposition, etc. Nous sommes la fille aînée de l'Église. Nous sommes le promoteur de la démocratie dans ce pays. Ça doit être nous. Donc, l'un disait ça. Les gens de Vital Kamerhe, vous les entendiez aussi dire expérience, etc., rompu à toutes la gestion du pays, etc. Chacun était parti avec ça. Et sortir un candidat, rappelez-vous ce soir-là, même on nous a salués en Afrique, on a dit, ah, les Congolais ont réussi, etc., etc. Moins de 24 heures après, patatrac, 12 heures. Enfin, moi, patatrac, rien n'a tenu. Donc, tirons des leçons de ça. Et les jours qui nous restent avant cette prétendue campagne électorale, il faut se ressaisir. 3 jours. Ok. C'est pas 5. Oui, mais c'est pas 5. Oui. Monsieur Noël, je crois ici, il y a des choses qui doivent être acceptées et que nous devons tous comprendre. Il y a eu, autour de cette table, certaines personnes se sont demandé pourquoi une seule personne qui n'a pas pu poser sa candidature, mais fait déplacer les autres jusque-là. Mais je crois qu'il faut qu'on comprenne que c'est ce véritable sens. Le leadership se gère dans ce sens-là. Et ces autres, des leaders comme lui, ses collègues leaders, ils ont estimé que c'était nécessaire qu'ils se retrouvent pour qu'ils puissent parler le même langage. D'aider. Je voulais donner les cas qu'on cite ici. Rappelez-vous, quand il y a eu la table ronde, il y avait Lumumba qui était en prison. Seul. Mais les autres ont exigé sa présence avant que nous puissions causer. Ça ne peut pas nous échapper parce que quand il y a un problème qui concerne la nation et on a besoin de cette cohésion nationale, on a besoin... Vous n'avez pas la parole, soyons disciplinés. Simon aussi n'avait pas la parole, vous l'avez toléré. Moi je parlais à l'oreille. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et la question de la candidature commune, il faut reconnaître que c'est d'abord notre constitution et c'est aussi la loi électorale qui nous oblige, nous, de l'opposition, parce qu'au niveau de l'opposition, c'est là où il y a l'expression de la démocratie. C'est lui qui estime qu'il peut être candidat à tel niveau, il se présente. Maintenant, dans la stratégie des combats, nous nous disons, les textes nous donnent la possibilité d'aller qu'une seule fois. Qu'est-ce que nous devons faire? Et ça ne gêne pas que tous ceux qui ont des ambitions se mettent d'accord pour qu'ils puissent faire des concessions mutuelles. C'est ainsi que ça a été aussi. Rappelez-vous de notre meeting sur le boulevard triomphal. La base nous avait demandé de trahir Bissoté, Bobimisida, Bisso candidat commun, Bokendano dispersé. Nous avions respecté et nous nous sommes soumis à cette volonté-là. Ok. Ok. Alors, sérieusement. S'il vous plaît. Oui, moi, je suis content d'attendre ce que le Congo vient de dire. Je ne fais que le compléter. Je dis que nous sommes face à une réalité historique qui rattrape les hommes politiques de notre pays. Opposition, pouvoir. Non. Je suis d'accord aussi avec Tante May lorsqu'il dit que la dernière chose à régler maintenant, c'est la question de la machine à voter. Oui, ça a été dit dans nos conférences, nos ateliers, et ça doit se régler bientôt. Pourquoi? Parce que lorsque Fayoulou dit qu'il est contre la machine à voter, et en même temps, il veut être candidat comme un de l'opposition, c'est pour bloquer la procédure. C'est-à-dire qu'il allait venir avec un élan, lequel disent nous voulons les élections, mais jamais avec la machine. Et c'était ça, la fameuse stratégie. De l'autre côté, il y a d'autres qui veulent aller quand même aux élections le 23 décembre, mais qui ne veulent pas entrer dans les conciliabules de cette question de la machine à voter. Et là encore, voilà, vous l'avez souligné, nous revenons à la question de alliance contre nature par rapport à un certain nombre de principes. Les réalités sont là.
Mais moi je dis, dans tout cela, en dehors de nos appétits politiques de pouvoir, ainsi de suite, la place du peuple d'abord. Le peuple qui est déçu, le peuple qui, quand il regarde les élites, à un moment donné, a honte de gens qui prétendent demain ou après-demain les diriger. Moi, je pense que nous devons quand même regarder la souffrance de la population pour le moment. Parce que le temps est dur, le temps est difficile. À quand le peuple va retrouver son compte? Parce que l'échec des hommes politiques aujourd'hui, les images qu'ils nous renvoient aujourd'hui n'assurent pas l'avenir de notre pays comme il faut. Je dirais à Mokonkola encore une fois que le contexte et la question de l'époque de Lumumba, ce n'est pas le même contexte comme aujourd'hui. Ils se sont déplacés d'eux-mêmes pour aller discuter de cette question de la candidature commune. Eux-mêmes, ils ont signé. Et après, je dis bien, ils ont voté, ils sont passés au vote. Ils ont contesté leur propre vote. Le premier à ce niveau-là. La littérature de contestation en permanence. Et ça n'arrange pas l'avenir de notre pays. Ça n'arrange pas encore moins la souffrance, chercher à endiguer la souffrance de notre population. Nous voulons maintenant qu'une nouvelle république arrive avec les élections dignes de soi pour que nous puissions arranger la question de la population qui souffre en permanence et que nous devons régler la question du patriotisme de notre pays comme il faut, dans de bonnes conditions et non pas avec des signaux qu'on nous renvoie, pas des leaders éreintés du système. Voici, concernant, vous parlez de Lumumba, je vous ai toujours dit, il faut que vous soyez clair dans ce que vous dites. Lumumba était en prison. Les politiciens étaient invités par les colonisateurs. Les colonisateurs avaient appelé tous les politiciens congolais pour aller discuter de l'accession du pays à l'indépendance. À Bruxelles. Donc, ils arrivent, Lumumba avait un parti incontestable, installé sur toute l'étendue du territoire national. Donc, ils disent, sans celui-là, il n'y aura pas de conférence nationale. Donc c'est autre chose. Ici il n'y aurait pas de... La table ronde, oui. La table ronde. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, c'est un groupe d'amis qui se déplace avec un ami. Donc, c'est pas des partenaires, oui. D'accord. Alors, voici la dernière question. Parlons calmement. 7 personnes à Genève se retrouvent, font des élections. 12 heures après, cette élection contestée. Alors, que pourrions-nous dire de l'élection, la grande élection? Ils ont fait cette élection sans machine. Cette élection sans machine. Quelques 12 heures après, contestation. Que dirions-nous quand ça sera l'élection des millions de personnes? Selon vous, monsieur... Oui. Noël, Simon, je ne suis pas d'accord avec la manière dont vous présentez le problème. Pourquoi? Je dois la vérité de dire que personne de 7 partenaires n'a contesté les résultats qui ont conduit au choix de M. Fayoulou comme candidat. Personne n'a contesté ça. Entre eux, personne n'a contesté. Ils ont fait, ils se sont présentés à la presse, ils ont présenté le résultat, voilà, c'est Fayoulou qui est là. Permettez que je termine. Okay, permettez que je termine. Aucun de 7 candidats là-bas n'a contesté ce résultat. Mais seulement il se fait que les bases, contrairement à la conception universelle de M. Fumutoto, le grand grammairien, le public de l'UDPS en premier n'a pas accepté ce résultat-là. Et Félix n'a pas eu ne pouvait pas convaincre ces gens qui étaient montés tels qu'ils étaient montés là. Au contraire, c'est leur volonté à eux. Contrairement à ce que lui avait dit au stade il avait demandé, il avait prévenu que quel que soit le résultat, accepté. Mais la base n'a pas accepté. Mais là, lui fait quoi? Mais est-ce que la base, s'il vous plaît, je ne tourne pas, je vous dis qu'il n'y a pas eu contestation du résultat par les 7. Donc ce n'est pas du fait des 7 que l'accord est tombé. S'il vous plaît, M. Simon, si vous suivez des choses, Kamer a dit que la procédure n'était pas bonne. Voilà.
Kamere l'a dit. La procédure n'était pas bonne. Il fallait la voie de consensus au lieu des élections. Ça, c'est après. Ok? Mais en tout cas, c'est pas une contestation, ça? Au moment où ils ont donné les résultats... Non, monsieur Simon, réponds-moi. C'est pas une contestation? Évoluons. Évoluons. On a compris. Donc, soyons clairs. Ce que nous faisons là, nous faisons pour que les téléspectateurs comprennent. Si on tourne autour de Pau, et vous, l'élite, si vous n'êtes pas clair avec la population reste dans le flou. Le flou total. Elle comprend mieux que les élites. Un effort. Donc, cette personne se retrouve, font l'élection, 12 heures après, remise en cause, une contestation. Par qui? Sans machine. Oh. Mais alors, quand il y aura des millions de personnes, avec la machine, qu'est-ce qu'il y aura? Vous voyez, c'est là que nous appelons orientation des questions. La question qui est posée est pertinente. Parce que nous avons des comportements. On va dans une guerre, mais personne ne sait qui va perdre. C'est des gens. La culture de l'échec fait partie des qualités d'un homme politique. En 2006, Tshisekedi et l'IDPS se disent, nous boycottons l'enrôlement, nous n'allons pas aux élections parce que les préalables ne sont pas respectés. Ils ne sont pas allés. En 2011, ils reviennent. Et lors de son point de presse récemment venu de l'Europe, on lui pose la question. En 2006, vous avez boycotté le processus parce que les préalables ne sont pas respectés, notamment l'identification, comment on appelle ça? Recensement de la population. Maintenant qu'il n'y a pas recensement de la population, comment acceptez-vous d'aller? Il lui dit, même avec un petit demi-tour, je vais battre Kabila. C'est ce qu'il avait dit. Oui, ça c'est, s'il vous plaît. Ça, c'est mon point de vue, Samanga, s'il vous plaît. Maintenant, quelques minutes, Ngoï Mulunda va pleurer à la langue de sa mère. Et puis Ngoï Mulunda répond, ça c'est de l'histoire politique. Les élections perdues, alors on dit quoi? Les élections et la vérité des urnes. Et la contestation a duré jusqu'à signer. Il a même eu des pèses avec Kabila le 31 décembre, après nous avoir diabolisé et qualifié de tout le monde, le 31 décembre 2016, une alliance politique, un accord politique. Maintenant, Joseph Kabila au pouvoir et programmant les élections pour les heures qui viennent. Maintenant, il faut dire au peuple congolais que l'IDPS vient de dire avec ou ça la machine à voter, je vais aux élections. Mais maintenant, s'il y a un vainqueur issu de la machine à voter, parce qu'il y aura un vainqueur issu de la machine à voter, et si ce n'est pas le président de l'IDPS, on dira encore, la machine là, nous l'avons acceptée par erreur, parce qu'on va encore retirer la loi. Je suis navré d'entendre que retrait de signature n'est pas le rejeté de l'accord en question. Je ne suis pas juriste, mais en tant que politologue, ça m'étonne. Maman, j'ai les juristes ici, j'ai retiré ma signature et l'accord me lie. Ça vraiment, on a besoin d'être de la base de l'IDPS pour comprendre ça. Donc, nous ne voulons pas qu'encore une fois le peuple tombe. Parce que lorsque nous avons décidé d'aller à l'accord du 18 octobre, nous avons dit qu'il y aura élection sans bain de sang. Maintenant qu'il y a élection sans bain de sang, nous devons décourager tous ceux qui veulent encore. Oui, au moins s'il y a des complots, mais moi je ne fais pas partie de ces complots. Alors, monsieur Katanga, diriez-vous que nous Congolais, avons les aptitudes de nous inculquer la culture de voter nos dirigeants? Nous avons les aptitudes comme ça. Les Bantous de nature dans nos villages, pas de nature. Par la culture, dans nos villages, le Fumu, il découle du sang royal. On ne le choisit pas. Ça, c'est une imposition de l'Occident. Ce n'est pas la culture congolaise, ni même africaine. Dans nos villages, vous êtes né d'une famille esclave. Oui, ça, on peut vous affranchir. Nous avons des aptitudes de nous inculquer le vote de nos dirigeants. Aptitude, c'est une capacité. Nous sommes comme tous les peuples du monde entier, intelligents, nous sommes formés. Les signaux que nous avons, ça présage ça. Les signaux que nous avons. Les signaux que nous donnons à la face du monde, ce sont des signaux désastreux. Désastreux. Pas seulement pour l'opposition, mais la classe politique congolaise. Je parle moi de nous Congolais. C'est ça, nous Congolais, les signaux que nous donnons au monde. Nous fixons les règles. Ces règles, lorsqu'elles ne sont pas claires et nous ne sommes pas d'accord, on dit non. Ça veut dire quoi? Aux grandes dames de ce qu'on peut dire, Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi pouvaient arrêter la machine. Ils avaient la capacité d'arrêter la machine, n'étant pas d'accord avec les règles du jeu quand ils étaient là. Dès le départ. Je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter
Ce n'est pas mon école. On accepte les règles du jeu. On participe. Il n'y a pas eu consensus. Le consensus est né où? Le consensus est né en Afrique du Sud. C'était parmi les critères de consensus. Ils arrivent là-bas, le consensus n'est pas possible. Ils se mettent d'accord sur le mode de votation. Et ils sont d'accord sur le mode de votation. Vous votez jeudi pour montrer à la face que nous sommes sérieux. Et de toutes les façons, Fayoulou, c'est un de nôtres. Avec un background aussi. Madame. Moi, même si je ne suis pas d'accord avec Fayoulou, je n'aurais pas retiré ma signature. Oui, madame. Nous, tels que nous sommes, avons-nous des aptitudes d'inculquer en nous des cultures? Non, moi je dirais que je fais mienne ce bref rappel historique de Pati Katanga sur comment nos chefs sont nommés, mais reconnaissons que nous sommes toujours en train de faire l'apprentissage de la démocratie. Et dire, est-ce qu'on a les aptitudes? Bien sûr qu'on les a, mais la démocratie d'ailleurs est un processus qui est toujours en évolution, dont nous devons apprendre. Mais j'ai remarqué effectivement qu'au Congo, on n'aime pas le vote, on aime le consensus. Le soi-disant consensus. Et consensus, c'est quoi? C'est les petits arrangements, c'est les petits tripatouillages, etc., etc. Ok. Donc, alors, voilà. monsieur Tantoumei. Et le vote n'est pas une culture des acteurs des partis politiques. Vous voyez les syndicalistes, les associations. À la fin d'un mandat, on renouvelle l'équipe sans beaucoup de problèmes. Dans l'église catholique, à la fin d'une période, l'évêque, son mandat a pris fin, c'est son part. Mais les autres, c'est difficile. Il y a une confession de Jésus qui a fait plusieurs années, le président ne voulait pas qu'il y ait des élections. Je ne dis pas laquelle. Les protestants. Vous avez vu, si le chef de l'État, Joseph Kabila, ne s'était pas imposé à la MPO-FCC, ils auraient même fait des jours, même après, il n'aurait pas encore eu un candidat. Et heureusement que lui, ayant le pouvoir de donner du travail à tout le monde, il a choisi quelqu'un à qui il cède la signature. Tout le monde dit, puisqu'il est successeur, donc c'est lui qui va donner du travail. Tout le monde adhère. S'il avait dit, FCC réunissez-vous, choisissez quelqu'un, on aurait vu. Déjà, notre frère Kinké, qui a eu le courage, il s'est dit maintenant candidat indépendant. Et encore que, voilà, les opposants se choisissent 7. Il dit, c'est nous les opposants. Maintenant que deux retirent les signatures, ils ouvrent la voie à d'autres qu'ils accusaient de ne pas être de vrais opposants. Maintenant, j'ai appris, Théodore Ngoy, Mabaya et autres peuvent être acceptés à la table des opposants. Mais qui choisit l'opposant? Chacun se dit opposant par rapport au régime, par rapport à un chef de l'État. Mais ici, non, c'est l'UDPS qui donne le caractère de l'opposition. Si l'UDPS n'accepte pas, toi, tu n'es pas opposant. Ça, depuis la CNS, des intégristes qui vous agressent, c'est eux qui donnent la carte d'identité de l'opposant. Maintenant, les 4 qui sont, les 5 qui sont restés ont ouvert la vanne. À Mabaya, à Théodore Ngoy, venez avec nous. Vous voyez, ça c'est le drôle du Congolais. Il veut être partout, le chef doit choisir les autres. Nous disons, nous en tant qu'acteurs du mouvement associatif. Ok. Alors, Michel, c'est rapidement. Oui, très rapidement, Noël, très rapidement. Merci beaucoup pour cette question. Mais je dis simplement que nous ne savons pas encore une fois distinguer les raisons pour lesquelles on doit s'opposer à quelqu'un. Ici, c'est la personne. Le problème du Congo, c'est qu'on s'oppose à un individu, non pas avec contre un programme, contre programme. Quand vous posez la question à l'UNC, à l'UDPS et au PPRD, quelles sont les raisons de programmes communs ou de programmes en déphasage les uns des autres auxquels vous vous opposez? Non. Ils vous diront que nous ne voulons pas la personne telle et non pas le programme tel. Le problème à ce niveau-là. Donc tant qu'on n'a pas encore compris qu'on ne doit pas s'opposer aux individus et qu'on doit s'opposer au programme, on passera toujours à côté. Vous voyez le problème que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, c'est le haut toit de là, je m'installe. Et c'est là le chaos qui s'installe. Parlons de jeu démocratique. Le jeu démocratique, c'est quoi? Lorsqu'il n'y a pas l'apprentissage de la démocratie au sein du parti, ça pose un problème. Il faut aussi reconnaître que la question que vous posez est fondamentale par le fait que
les partis politiques ont échoué à la formation de leurs militants. Et quand on forme bien les militants et qu'ils comprennent les codes de la démocratie, il n'y aurait pas eu ce théâtre tel que nous venions de le vivre là. Okay. Voilà, une minute, M. Martin. Hein. Oui, une minute, oui. Hein, une minute. Je crois ici il y a un problème d'abord de la culture politique du peuple congolais. Vous êtes d'accord avec Michel? Non, je vais ajouter notre élément parce qu'il y a un problème. Aujourd'hui, pour réellement vous retrouver devant, pour être membre du barreau, vous devez être juriste. Mais il n'y a qu'ici chez nous, là on a compris que tout le monde doit devenir politicien. Un maçon, un menuisier, un docteur, au lieu de s'occuper des soins des malades, il prend aujourd'hui l'étiquette d'un politicien. Et voilà pourquoi nous avons des problèmes. Et ça, c'est une des causes fondamentales. C'est vrai, les exceptions ne manquent pas. Mais quand on a quelqu'un qui, lui, toute sa vie, il est allé étudier que ça, je crois qu'il a la facilité de rester aussi dans l'éthique politique quand il doit poser certains actes. Okay. Et ça, c'est un problème. C'est ainsi que... Non, je voulais répondre pour citer. C'est vrai, on a compris ici que la situation sociale qui est à la base de ces désagréments ici, c'est un problème du régime qui a échoué. Voilà comment les gens sont en difficulté. C'est pas la question, ça. Oui. Oui. Juste en quelques mots. Une minute. Hein. Bon, d'accord. Moi-même, le tollé général provoqué par la situation de Genève et l'échec de l'accord objectif. C'est pas la question que j'ai posée, la dernière question. J'ai posé la question de savoir si vous avez la certitude que nous avons des aptitudes pour élire facilement nos dirigeants. Mais on a cité l'exemple des votes qui se passent sans problème dans les syndicats ou dans certains mouvements associatifs. Oui. Ça se passe sans problème, pourquoi? C'est toujours les mêmes Congolais. Et pourquoi ici ça ne se passe pas de la même manière? Il y a d'autres raisons qu'on ne peut pas occulter. Lesquelles? Mais les raisons fondamentales, c'est que en Afrique, Kabila Désiré l'avait dit, le pouvoir est essentiellement au bout du fusil. Et ce n'est pas la volonté, on ne laisse pas le peuple ou la population donner ses aspirations. C'est le fusil qui répond à la place du vote. Alors, monsieur le directeur, tout s'apprend à l'école primaire. Le civisme, il y a ici un ministère de la jeunesse, l'initiative à la nouvelle société, du civisme. On apprend à l'enfant qu'aller à l'école pour apprendre comment vivre en société. Vous voulez qu'il y ait élection, apprenez aux enfants dès le bas âge. Parce qu'il y a pourquoi il y a des koulouna? Pourquoi il y a des enfants qui ne comprennent rien du tout, qui font n'importe quoi? Apprenez dès le bas âge à l'enfant, dès le bas âge. Vous comprenez? Alors, faisons en sorte qu'il n'y a pas de ratés de fois-ci, qu'il y ait élection, pour qu'on élise les valeurs spirituelles. Ok, une minute. Je vous remercie. Comme le fait les catholiques. Je remercie la qualité de débat ici et je pense que les membres sont patriotes. L'essentiel serait que les partis politiques arrivent à former les gens et que les Congolais retiennent que les partis politiques ne forment pas des bandits, moins encore des combattants et des sportifs. La qualité des gens qui concourent comme membres de partis politiques nous donne l'idée des leaders et le recrutement. Parce qu'il y a, quelqu'un doit avoir un saint d'esprit, c'est-à-dire Molimone Peto. Pas quelqu'un qui doit dire aux gens, Bimana Balabala, Tumba Bibende, Aba commerçant, Tumba Makadam, tout ça. Un bandit. Le parti politique ne doit pas orienter la formation vers le banditisme urbain. Les gens capables de relever le défi de la refondation de l'État, l'État formé dans la citoyenneté, dans le patriotisme, dans l'engagement républicain. Okay. Et le service de l'État doit suivre les dirigeants pour qu'il n'y ait pas de dérapage dans la socialisation et dans la formation des cadres. Ok, mesdames et messieurs, nous voici à la fin de notre numéro. Alors, disons, avec Simon Bolivar
c'est un Vénézuélien, il était général et ministre d'État. Il disait, les puissances étrangères nous dominent plus par l'ignorance que par la force. Juste. Donc, nous devons chasser l'ignorance pour que les puissances étrangères ne continuent plus à nous dominer. Et les élections restent la seule voie pour arriver au pouvoir. Votons et cessons la contestation en contestation. Parce que contestation en contestation, nous ne ferons que du surplace et d'autres nations évoluent. Au revoir et à la prochaine. Déjà l'avant-veille de cette campagne, vous êtes candidat dans la circonscription d'Idiofa, nous sommes dans les Kwilu, mais en 2011, je crois que vous étiez à Lubumbashi.